Bienvenue chers auditeurs dans cette émission de JM Analysis où aujourd'hui nous allons parler de César Borgia. César Borgia, le fils du pape Alexandre VI. Oui, vous m'avez bien entendu, le pape avait des enfants et César Borgia est un enfant du pape. Cela en dit long sur cette Italie de la Renaissance. Alors il y a bien sûr en cette fin du XVe siècle un idéal moral, le pape se doit, on le sait tous, d'être vertueux, c'est un modèle de vertu, il se doit d'être exemplaire, et puis il y a la réalité qui est fort éloignée de la morale. Qui est ce pape Alexandre VI ? Son nom véritable est Rodrigo Borgia, qui sera futur pape Alexandre VI. Il faut tout de suite noter que notre Rodrigo Borgia ne respecte pas exactement ce qu'on appelle les vœux de célibat, et notamment les vœux de célibat sacerdotal. Avant d'être un homme de Bible, il est un homme à femme. Il est père d'ailleurs de 6 enfants reconnus qui sont issus de plusieurs maîtresses, dont Vannozza Catanei, qui est sa maîtresse préférée, je dirais, puisque celle-ci va lui donner 4 enfants célèbres, Rohan, César, Lucrèce et Geoffroy. Parmi ses autres enfants, puisque le pape visiblement est très fertile, Jean et Rodrigue sont nés durant son pontificat, et comme si cela ne suffisait pas, notre Rodrigo, qui a une belle nature, entretient aussi une relation avec Giulia Farnese, qui est sœur du futur pape Paul III. Nous avons la chance, chers auditeurs, d'avoir un témoin de toutes ces incartades de notre pape, en la personne de Johann Burckhardt, qui était en fait maître de cérémonie au Vatican. Donc entre nous, il connaissait tous les petits secrets d'Alexandre VI, et notre Burckhardt va documenter les inconduites du pape, les orgies papales, que le bon Dieu me pardonne, dans son journal détaillé de la cour pontificale. En fait, le vicaire des Augustins de l'époque avait résumé de manière très admirable ce qui fut le règne d'Alexandre VI. Rome, sous le pape Alexandre VI, disait-il, ne connaît ni loi, ni divinité, mais l'or, la violence et l'empire de Vénus. Eh bien, on peut dire que César Borgia, qui sera le fils de notre pape, a de qui tenir. Est-ce que nous n'avons pas des choses à apprendre de cette Renaissance italienne, de la vie de César Borgia et de son absence de scrupules, car Borgia est devenu pour l'éternité, vous allez le voir, le modèle de la figure politique, et nous connaissons, vous comme moi, d'innombrables César Borgia, des hommes sans scrupules, capables de tuer père et mère pour accéder au pouvoir. Nous ne les connaissons que trop, ces Borgia. Ils sont malheureusement les personnages de la politique universelle et de la politique actuelle. C'est ce que nous allons examiner dans cette émission. JM Analysis, un autre regard. César Borgia est né le 13 septembre 1475. Il est fils, je l'ai dit, de Rodrigo Borgia, et les chroniqueurs de l'époque ont dressé son portrait. Selon eux, il s'agit, lorsqu'il grandit, bien sûr, d'un homme séduisant. Il est beau, disent-ils, et il est ambitieux. Et étant fils du pape, vous vous doutez que son projet professionnel est déjà bien établi. Il est évidemment, notre César Borgia, destiné à une carrière ecclésiastique. Dès l'âge de 7 ans, il est nommé protonotaire. Il va devenir cardinal à 17 ans, mais disons-le franchement, chers auditeurs, il a pris notre César Borgia de son père. Il vit davantage en aristocrate qu'en moine bénédictin. Il aime le pouvoir, il aime le luxe, il aime les femmes comme son père le pape, et évidemment il se nourrit, notre beau César Borgia, de toutes ses conquêtes amoureuses. Mais ce qui est plus grave, c'est qu'il a hérité un autre trait de caractère de son père.
il essaie d'éliminer tout ce qui se trouve en travers de son chemin. Et malheureusement, son frère Giovanni est là qui est son concurrent, et son concurrent le plus immédiat. Alors César est donc soupçonné d'avoir assassiné son frère Giovanni, bien que la raison exacte de ce meurtre reste un petit peu incertaine et n'a en fait jamais été totalement prouvée. La veille de sa mort, notre jeune Giovanni avait assisté à un dîner familial avant de partir accompagné de quelques hommes de main, on n'est jamais trop prudent, dont l'un d'ailleurs survivra à l'attaque. Et les rapports de l'époque, lorsqu'on les lit, suggèrent qu'il a été assassiné dans la nuit. Son corps a été retrouvé avec plusieurs blessures, notamment à la gorge. Alors, chose étonnante, chers auditeurs, c'est que aucune de ces possessions de valeur n'avait été volée. Ce qui semble indiquer que l'attaque n'était pas un vol, bien sûr, mais sans doute un meurtre prémédité. Alors, les historiens ont avancé plusieurs hypothèses. Le premier motif du meurtre pourrait être tout simplement l'ambition politique. Giovanni l'aîné avait été nommé capitaine général de l'armée du pape, de l'armée papale, qui était un poste de prestige que César convoitait. César, qui était plus ambitieux, qui était désireux de construire son propre empire, il aurait peut-être vu en Giovanni un obstacle à ses plans de conquête, notamment en Romagne, comme nous allons le voir. Alors se débarrasser de son frère aurait peut-être pour César simplifié son ascension au pouvoir. Mais il n'y a pas que cela, car chez les Borgia, la politique et les affaires du cœur sont souvent entremêlées. Il est en effet question sans doute de jalousie, et la jalousie a peut-être joué un rôle. En effet, une rumeur soutenait à l'époque que les deux frères, Giovanni et César, auraient partagé la même maîtresse, qui était Sancha d'Aragon, l'épouse de leur frère cadet, Geoffroy, ce qui aurait évidemment créé des tensions personnelles entre eux. Bien que l'assassinat n'ait jamais été clairement élucidé, on voit bien que lorsqu'on examine un petit peu tous ces motifs et lorsqu'ils sont combinés, tout cela fait de César le principal suspect dans la mort de son frère en 1497. Alors l'année suivante, j'ai envie de dire ouf, il va abandonner sa carrière religieuse, devenant d'ailleurs le premier cardinal à se laïciser en quelque sorte. Puis, en échange d'une alliance avec Louis XII, il va être nommé duc de Valentinois, ce qui va sceller en quelque sorte son surnom, puisque César Borgia, on l'appelle souvent Il Valentino, le duc de Valentinois. En 1498, César va être nommé gouverneur du Lyonnais par Louis XII, bien qu'il ne remplisse jamais réellement cette fonction. Alors, César Borgia va entrer dans ce qu'on peut appeler des alliances politiques qui étaient très courantes à cette époque. Ces alliances qui sont scellées par des mariages qui unissent des familles et qui les rendent, ces familles, encore plus fortes, encore plus puissantes. Et c'est la raison pour laquelle César Borgia va épouser Charlotte d'Albret en 1499. Et notre César Borgia va se rapprocher peu à peu de la cour de France. Bien sûr, il faut comprendre que le soutien du roi de France est un atout considérable face aux seigneurs italiens qui sont les concurrents directs et les ennemis de César Borgia. César qui va profiter de cet appui français, de cet appui militaire et politique qui va se révéler véritablement considérable. Alors, son père, le pape, que nous n'oublions pas, le père Alexandre VI a peur de la personnalité de son fils César. Et le roi de France va le considérer, César, comme un acteur non négligeable. Il n'en faut pas plus, vous en doutez, pour flatter l'ego de notre lion italien, qui veut devenir, il ne s'en cache pas d'ailleurs, roi de l'Italie et pourquoi pas empereur. Avec le soutien du pape, son père Alexandre VI, et de Louis XII, César va donc lancer des campagnes militaires
pour se tailler un État en Romagne. La Romagne, c'est une région qui intéresse tout le monde en Italie. Pourquoi ? Parce que c'est une région qui est située dans le nord-est de l'Italie, qui est, si vous voulez, entre les Apennins et la mer Adriatique. Et cette Romagne s'est révélée une région qui est un enjeu stratégique et politique important, notamment dans les campagnes de conquête de César Borgia. Alors notre impétueux César, il va conquérir des villes importantes, Forlì, Imola, mais il doit interrompre ses projets à cause des conflits qui existent entre la France et Ludovic Sforza. À son retour à Rome en 1500, le père, Alexandre VI, va offrir véritablement un triomphe, ce qu'on peut appeler un triomphe public, si vous voulez, et va nommer César Borgia, son fils, capitaine général de l'armée papale. Il s'agit d'une mise en scène grandiose qui va être calquée sur les anciens triomphes romains pour célébrer les succès militaires de César en Romagne. Car le pape, comme son fils, sait bien que la politique se nourrit d'illusions, mais aussi de symboles dont le peuple est particulièrement friand. Ce défilé, qui reflète la gloire de César, est organisé de la manière la plus spectaculaire qui soit pour flatter son ego et pour renforcer son image de conquérant. Le parcours de ce défilé, qui part de la place Navone au Vatican, est orné de chars romains pour rappeler les victoires des généraux de la Rome antique. Et notre César est traité comme un empereur victorieux. Vous l'avez compris, tout est fait pour impressionner la population et les dignitaires. Alors César Borgia, il ne s'en cache pas d'ailleurs, dont l'ambition était de se comparer à Jules César, fait graver comme un enfant des scènes du triomphe de ce dernier sur son épée de parade. Ce lien direct avec l'un des plus grands conquérants romains flatte considérablement, bien sûr, on l'a vu, son ego et son désir de grandeur. Et puis, comme si cela ne suffisait pas, lors de cette cérémonie, Alexandre VI va lui accorder la prestigieuse Rose d'or, qui est une récompense papale qui était réservée aux princes et aux capitaines qui défendaient la chrétienté. Alexandre, en plus, va nommer son fils capitaine général de l'armée papale, ce qui est un poste, si vous voulez, militaire et symbolique de très très haut rang. Derrière tous ces actes du pape, il y a peut-être, sans doute, un peu d'admiration, disons-le, mais surtout beaucoup de peur. La peur d'avoir donné naissance, non pas simplement à un animal politique, mais à un monstre. À un monstre qui sera capable de tous les crimes pour satisfaire ses ambitions. Même peut-être ce désir de tuer son propre père, le pape, car, comme aime à le dire César, Dieu pardonne toujours les vainqueurs. Alors César a une ambition politique, nous l'avons vu, qui est véritablement démesurée. Sa devise est une devise latine, aut Caesar aut nil, qui veut dire être César ou rien du tout. Il ne veut pas, notre César Borgia, gouverner par la vertu, mais, comme le dit Machiavel, il veut gouverner par la ruse et par la force. Et Machiavel, qui a pu fréquenter Borgia en 1502 et qui en a établi la psychologie, en quelque sorte, dans son ouvrage Le Prince, pour Machiavel, un prince, un homme politique de la Renaissance, doit savoir être une bête. N'entendez pas par là un animal dégradé, mais entendez par là l'idée que le prince doit parfois être inhumain, c'est-à-dire être parfois capable de devenir une bête. On parle d'ailleurs, chers auditeurs, souvent
d'animal politique. On parle d'animal de la politique. Mais ce n'est pas pour rien. En présence des prédateurs de la politique, nous sentons à plein nez le fauve. Et je dois dire, petite parenthèse, qu'il est toujours amusant de voir des hommes politiques s'approcher de vous, vous serrer la main, le regard fuyant, bien sûr, qui n'ont jamais le regard sur vous, mais perdus dans le vague du pouvoir qu'ils briguent. Et Machiavel va nommer explicitement deux animaux qui se cachent derrière ces bêtes de la politique. Ces deux animaux sont le renard et le lion, l'animal rusé et l'animal violent. Or, César Borgia, on peut le dire, est le modèle de ce lion et de ce renard. Il y a notamment deux événements qui ont particulièrement marqué Machiavel. Le premier de ces événements, c'est l'épisode de Rémi d'Orc, ou Ramiro d'Orc. En 1502, César Borgia va nommer Ramiro gouverneur de la Romagne. C'était une région qu'il avait conquise et croyez-moi, les habitants de la Romagne n'étaient pas particulièrement satisfaits de voir César Borgia à la tête de leur région. Alors, Ramiro de Lorca était un condottiere espagnol qui était né à Lorca en 1452 et qui avait servi César Borgia, qui était un ami fidèle, qu'il avait servi durant les guerres italiennes. Alors César Borgia a une idée très simple, pourquoi ne pas confier à mon ami, qui est connu pour sa brutalité, entre parenthèses, l'administration de la Romagne que César Borgia veut mater, qu'il veut soumettre. Alors Ramiro s'exécute, il va instaurer rapidement un ordre brutal, il va utiliser des méthodes de répression que l'on peut nommer féroces, pour contrôler la population, ce qui génère, vous l'imaginez, une grande haine à son égard. Une fois l'ordre rétabli, Borgia choisit de se débarrasser de lui pour calmer les esprits. Il va accuser son ami de tyrannie, il va le faire capturer et exécuter en public. Le corps de Ramiro est retrouvé coupé en deux morceaux, exposé sur la place centrale de Cesena. Écoutons Machiavel d'ailleurs nous raconter ce tour de force et de ruse dans son ouvrage Le Prince. Après que César Borgia eut occupé la Romagne, il trouva qu'elle était commandée par des seigneurs sans grand pouvoir, qui avaient plutôt dépouillé que gouverné leurs sujets, et leur avaient donné l'occasion de se désunir, non de s'unir, si bien que le pays était plein de larcins, de brigandage et d'abus de toutes sortes. Il pensa qu'il était nécessaire, pour le réduire en paix et à l'obéissance, de lui donner un bon gouvernement. À quoi il préposa Messire Rémi d'Orc, homme cruel et expéditif, auquel il donna pleine puissance. Celui-ci, en peu de temps, remit le pays en tranquillité et union, à son très grand honneur. Mais ensuite Borgia, estimant qu'une si excessive autorité n'était plus de saison, et redoutant qu'elle ne devînt odieuse, établit un tribunal civil au milieu de la province, avec un sage président, et où chaque ville avait son avocat. Et, comme il savait bien que les rigueurs passées lui avaient valu quelque inimitié pour en purger les esprits de ses peuples et les unir tout à fait en son amitié, il voulut montrer que, s'il y avait eu quelque cruauté, elle n'était pas venue de sa part, mais de la mauvaise nature du ministre. Prenant là-dessus l'occasion au poil, il le fit un beau matin, à Cesena, mettre en deux morceaux, au milieu de la place, avec un billot de bois et un couteau sanglant près de lui. La férocité de ce spectacle fit le peuple demeurer en même temps content et stupide. Machiavel, Le Prince. Ce geste spectaculaire sert à montrer à la population que Borgia est à la fois capable de maintenir l'ordre et de punir la cruauté excessive, ce qui le présente bien sûr sous l'aspect de l'homme providentiel, ce qui est le rêve de tout homme politique. Alors le deuxième épisode qui a beaucoup marqué les esprits,
c'est l'épisode que l'on nomme le piège de Sinigaglia, qui reste un des moments phares de la vie de César Borgia. Le 31 décembre 1502, c'est sans doute un des événements les plus emblématiques de sa carrière, qui démontre encore une fois sa ruse politique et sa capacité à éliminer ses adversaires sans affrontement direct. À ce moment-là, César Borgia fait face à une alliance totalement instable entre 4 capitaines mercenaires. Donc je donne les noms: Vitellozzo Vitelli, Oliverotto da Fermo, Paolo Orsini et Francesco Orsini. Voilà ces 4 mercenaires qui, au départ, étaient avec Borgia dans son camp, qu'il avait aidé dans ses conquêtes. Mais vous savez tous, et vous le comprenez maintenant, que dans l'univers de Borgia, nous l'avons vu avec le cas précédent, les amis d'aujourd'hui peuvent devenir les ennemis de demain. Borgia sait pertinemment qu'il commence ses condottières à conspirer contre lui. Au lieu d'affronter cette menace directement sur le champ de bataille, César, comme à l'habitude, va choisir la ruse. Et quelle ruse! Il va inviter les 4 condottières à la ville de Sinigaglia sous prétexte d'une réconciliation. Il laisse croire à ses hommes que tout désaccord passé peut être pardonné. Alors ces condottières qui sont peut-être un peu naïfs, qui sont confiants en la sincérité de Borgia, acceptent son invitation, pensant peut-être qu'il serait traité en égaux. Ils ne se doutent pas qu'il se dirige droit dans un piège, car le jour de la rencontre, César Borgia arrive dans Sinigaglia avec ses troupes, mais fait preuve d'une grande habileté pour ne pas éveiller la méfiance de nos condottières. Il fait en sorte que les mercenaires soient totalement isolés les uns des autres, désarmés et donc vulnérables. Tout cela vous rappelle sans doute la ruse d'Ulysse dans son massacre des prétendants. Une fois ses adversaires sous son contrôle, il les fait arrêter. Vitelli et da Fermo sont immédiatement exécutés, tandis que les Orsini sont emprisonnés puis éliminés peu de temps après. Ce coup de maître va permettre à César de neutraliser une menace sérieuse sans avoir, bien sûr, à mener de bataille ouverte. Ce genre de tactique où l'ennemi est battu et abattu, non pas par la force, mais par la trahison habile, c'est un parfait exemple de ce que Machiavel appellera la virtu. Machiavel qui assiste à cet événement en tant qu'émissaire de Florence et qui est totalement impressionné par la manière dont César Borgia manipule cette situation avec brio. Cet épisode de Sinigaglia devient donc pour Machiavel un exemple frappant de ce qu'on appelle à l'époque il bellissimo inganno, c'est-à-dire l'admirable stratagème, la manière dont un dirigeant politique doit parfois savoir être renard et lion pour triompher dans un monde de conspiration, dans un monde de trahison. Mais il y a un paramètre, chers amis, que tous les hommes politiques doivent intégrer. Et ce paramètre, c'est la fortune, dit Machiavel. Le fait que les circonstances changent, et que les circonstances changent à tout moment et déjouent tous nos calculs. L'erreur d'un homme politique, c'est de croire que son ascension est irrémédiable, ou qu'elle est prévisible. Or, nous savons tous dans nos émissions de JM Analysis que la roche tarpéienne est proche du Capitole, et César Borgia, lui aussi, malgré ses qualités, va en faire l'expérience. En effet, après la mort très étrange de son père, Alexandre VI, en 1503, est-ce qu'il s'agissait d'un empoisonnement? On ne le sait pas. César Borgia va voir son empire s'effondrer. Bien qu'il tente de s'emparer des ressources de papa, j'ai envie de dire, c'est-à-dire du Vatican, pour continuer ses conquêtes, il est affaibli et ne parvient pas à influencer le conclave. Le nouveau pape, Jules II, qui est aussi immoral, entre parenthèses, qu'Alexandre VI, mais qui est quand même l'ennemi des Borgia,
va faire emprisonner César et va démanteler ses territoires en Romagne. Alors César va être libéré en 1504, il se rend à Naples et là il est capturé à nouveau par les Espagnols. Mais César Borgia, vous le connaissez maintenant, c'est un personnage hors norme, il est plus grand que nature. Il parvient à s'évader en 1506, il va devenir général des armées de Navarre, mais va mourir en 1507 lors du siège de Viana. Selon les récits historiques, il aurait été blessé à plusieurs reprises par des lances et des épées avant d'être finalement tué. Son corps, dit-on, fut retrouvé nu sur le champ de bataille, totalement dépouillé par ses assaillants. César Borgia a seulement 31 ans et l'étoile brillante de son ambition s'éteint aussi vite qu'elle s'était allumée. Alors ces épisodes dont nous avons parlé aujourd'hui vont amener Machiavel, le penseur de la politique, à dessiner une anthropologie, c'est-à-dire un portrait non seulement des princes, mais aussi de ceux qui les portent au pouvoir, c'est-à-dire de nous. Machiavel va dessiner le portrait de l'homme, que l'on peut décomposer en 3 points. Premier point, dit Machiavel, l'homme est un être cupide. Machiavel décrit l'homme comme étant profondément préoccupé par l'avoir plus que par l'être. Voilà ce que dit Machiavel. Il nous dit « Les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. » Le deuxième enseignement de Machiavel, c'est que l'homme est essentiellement méchant. Il va souligner ce point dans son discours sur la première décade de Tite-Live, où il nous dit qu'il faut que le fondateur d'un État et que le législateur supposent par avance que tous les hommes sont méchants et qu'ils sont prêts à mettre en œuvre leur méchanceté toutes les fois qu'ils en ont l'occasion. Et enfin, le dernier paramètre dont nous avons parlé, c'est le hasard ou la fortune qui domine tout. Machiavel reconnaît également que la fortune ou le hasard a un pouvoir considérable sur les affaires humaines et que cette fortune peut bouleverser les plans et les prévisions. Alors vous me direz que ce portrait de l'homme est marqué bien sûr par une vision profondément pessimiste. Vision où la cupidité, la méchanceté et l'influence du hasard sont les forces prédominantes qui façonnent les actions humaines et les structures politiques. Alors Machiavel a-t-il dressé le portrait de l'homme politique, du César Borgia qui sommeille en chacun d'eux, ou s'est-il trompé, comme le pensera Frédéric II de Prusse, qui défendra, lui, l'idéal d'un prince bon et éclairé? Je vous quitterai aujourd'hui, chers auditeurs, sur ces questions sans prendre le risque de conclure.